Alors oui, bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Merci de venir à notre webinaire sur comment réduire et automatiser le travail administratif RH avec Microsoft 365 et Copilot. Alors, je vous inviterai juste simplement en termes de solutions techniques, si jamais vous avez des questions, il y a une section QR qui est disponible, donc vous pouvez déposer vos questions là-bas ou dans la conversation. Et puis à la fin de la présentation, on prendra un moment pour répondre à toutes les questions. On va commencer tout de suite directement dans notre présentation. En parallèle, c'est possible qu'il y ait des personnes qui joignent en cours de route. Donc, si jamais on prend un petit 10 secondes pour faire entrer les personnes, c'est normal, vous inquiétez pas. Alors, à nouveau, je vous remercie à tous pour assister à notre webinaire sur comment réduire et automatiser le travail administratif RH avec Microsoft et Copilot. Donc, en fin de compte, qu'est-ce que nous allons aborder lors de cette présentation? Lors de cette présentation, en fin de compte, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aborder comment est-ce que les outils Microsoft 365 peuvent vous aider dans la vie de tous les jours, dans votre travail quotidien, à réduire et optimiser le travail administratif en ressources humaines. Donc, nous allons montrer 5 cas d'usage concrets et aussi passer en revue l'étendue des possibilités qu'on peut aller chercher avec Microsoft 365. Deuxièmement, une deuxième partie sera consacrée à comment automatiser. Alors, on vous présentera une démarche étape par étape et en fin de compte, les conditions de succès pour l'automatisation. Donc rapidement, pour me présenter, alors je me présente, je m'appelle Alaric Droit, expert en efficacité numérique chez Optimisation Plus. Peut-être certains d'entre vous me connaissent, peut-être que d'autres non. Mais dans tous les cas, nous, notre objectif, c'est vraiment de venir simplifier le travail quotidien au travers des outils numériques, notamment ceux de Microsoft 365. Donc en fin de compte, lorsqu'on parle de réduire et optimiser le travail administratif, on est conscient qu'en fin de compte, des tâches administratives peuvent monopoliser énormément de temps des équipes RH, notamment dans tout ce qui vient jouer dans la gestion de la paie, des avantages sociaux, la gestion des salaires, la gestion des politiques, des procédures. En fin de compte, ce que je veux dire, c'est que parmi les exemples cités ci-dessus, on passe beaucoup de travail administratif. On passe énormément de temps à s'occuper de ces tâches-là. Comme un petit peu une étude de Deloitte le montre, on passe en moyenne plus de 57% de notre temps en ressources humaines pour régler, s'occuper des tâches administratives. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est justement, on va voir comment est-ce qu'on peut réduire ce temps pour justement libérer du temps au quotidien pour des tâches à valeur ajoutée. En fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est quelque chose de très simple. Lorsqu'on parle d'automatisation avec Microsoft, on peut automatiser un grand nombre de tâches. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'automatisation, il y a deux aspects clés. La simplification d'une tâche et l'amélioration de celle-ci. Donc en fin de compte, automatiser, c'est-à-dire qu'on, par exemple, on a des tâches, on va les simplifier et on va s'assurer de les améliorer pour que ça roule tout seul. Donc en fait, pour ce faire, ce qui est très important en fin de compte, c'est on ne parle pas uniquement d'intelligence artificielle. On a souvent tendance à penser que l'IA est une baguette magique qui va tout faire, mais avant même de parler d'intelligence artificielle, on a déjà énormément d'outils traditionnels avec Microsoft qui peuvent nous aider. Donc on peut penser à tout l'écosystème Microsoft, SharePoint, Forms, List, Power Automate et aussi la plateforme Viva. Évidemment, parfois on vient aussi traiter de copilotes au travers du chat et des agents. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fin de compte, malgré l'outil qu'on décide d'utiliser, qu'il soit plus traditionnel ou plus axé IA, l'important, c'est vraiment de se situer sur 3 étapes simples. La première, c'est faire un tour de cartographie de ces façons de faire actuelles. Comment est-ce qu'on traite nos documents? Comment est-ce qu'on fait notre gestion de la paie, par exemple? Comment est-ce qu'on fait pour notre gestion des congés? Et deuxièmement, se poser la question, est-ce qu'on peut la supprimer, si nécessaire? Est-ce qu'on peut la simplifier ou bien l'améliorer? Et c'est à partir de ces 3 questions-là, en fait, qu'on va ouvrir la porte à l'automatisation d'un nouveau processus. C'est premièrement, on va cartographier nos besoins. Deuxièmement, est-ce qu'on peut l'enlever? Est-ce qu'on peut le simplifier ou l'améliorer? Et enfin, après ces 2 étapes, on va commencer à se pencher sur l'automatisation du processus. Le résultat, en fin de compte, de ce type d'automatisation et de ces 3 étapes simples, c'est on dégage plus de temps pour des tâches à valeur ajoutée. On passe plus de temps sur des tâches stratégiques et on laisse un petit peu de côté, enfin, on laisse pas de côté, mais on automatise les tâches administratives simples, ce qui va non seulement apporter une plus grande satisfaction des employés. Alors, on parle de 2 types d'employés, les employés RH parce qu'ils vont libérer du temps et les employés non RH aussi, tout simplement parce que ça va être plus facile d'aller rechercher l'information nécessaire. Ce qui contribue en fin de compte à un rôle beaucoup plus stratégique pour les ressources humaines. Donc pour ce faire, aujourd'hui, en fin de compte, nous allons présenter vraiment 5 cas d'usage très précis. Parmi nos 5 cas d'usage, on va tout simplement se pencher sur l'approbation des demandes
des vacances et des congés. Alors là, on parle vraiment de tout type de congés, etc., dépendamment de quelle différence on peut retrouver. Deuxièmement, comment communiquer les politiques RH et le suivi des approbations. Et troisièmement, souligner les moments importants des employés. Ça, et dans un deuxième temps, on ira voir d'autres tâches un peu plus précises comme comment créer des profils de poste et des questions d'entrevue pour soutenir notre travail, et en parallèle, comment répondre aux questions sur les avantages sociaux. Donc pour ce faire, dans un premier temps, comme je l'avais dit, quand on parle de cas d'usage, on peut très bien utiliser des outils traditionnels, notamment Power Automate. Donc on va aujourd'hui commencer avec des cas d'usage dans lesquels l'intelligence artificielle n'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'on peut très bien résoudre ces cas d'usage au travers des outils que l'on a déjà avec Microsoft 365, sans parler d'intelligence artificielle. Donc en fin de compte, les trois cas d'usage qui utilisent Microsoft sans l'IA, le premier qui est l'approbation des demandes de vacances et de congés. Donc comme je l'ai dit, là on parle vraiment de tout type de congés, que ce soit des vacances, des congés mobiles, des arrêts maladie, tout peut être relié à ces approbations-là. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va chercher à automatiser l'envoi d'approbation au gestionnaire ou à plusieurs niveaux pour s'assurer que l'information arrive rapidement, que la personne en prenne conscience et derrière puisse simplement approuver ou refuser. En parallèle, la grande valeur ajoutée qui va aider, c'est qu'on va assurer au travers de l'automatisation la documentation de toutes les approbations. Donc en fin de compte, on est vraiment en train de parler, par exemple, on parle d'un processus dans lequel au quotidien, on reçoit énormément de courriels. Donc par exemple, est-ce que je peux prendre des congés tel jour? Est-ce que moi, je peux déposer en même temps? Puis il faudra regarder le calendrier, puis on a le risque d'erreur, on peut oublier une demande, on n'est pas certain si on l'a traitée. Là, avec l'automatisation, c'est quelque chose de très simple, c'est on va utiliser un outil qui nous permet d'automatiser la demande de congé. L'information arrive rapidement à la personne précise. Celle-ci au- automatise l'approbation et par la suite, on assure la documentation. Donc pour ce faire, on va tout de suite plonger dans la présentation de comment ça fonctionne. Alors pour ce faire, là normalement, vous devez tous voir qu'il y a un formulaire de vacances et congés maladie. Donc on voit qu'on utilise Forms, un outil qui est quand même assez simple, assez traditionnel. Lorsqu'on le démarre, on va commencer par mettre son nom, et évidemment dans quel service on se retrouve. Donc évidemment, là, c'est un test, donc on le prend de manière factuelle. Au test, et on va venir souligner son type de congé. Je vais prendre un congé occasionnel. On va venir mettre la date de ces congés. Je compte partir du 6 au 13. Et l'adresse courriel pour la confirmation. Donc on va mettre mon adresse courriel, ce qui va permettre en fin de compte à la fin de s'assurer que la demande a bien été prise en considération des deux côtés. Et lorsqu'on l'envoie, la demande est tout simplement envoyée. Quelque chose de très très simple. Et à partir de ce moment-ci, ça prend un petit peu de temps, évidemment, c'est normal. Et on peut voir par exemple que sur Teams, on a reçu une demande d'approbation. Donc la demande d'approbation prend un petit peu de temps et on voit tout de suite demande d'approbation de congé, qui l'a effectué, à quelle date et si la réponse est en attente. Donc là, pour le coup, on va l'approuver pour notre exemple. Lorsqu'on approuve cette demande, on voit par exemple ici toutes les demandes qui ont été demandées. Celle-ci a été approuvée. Une fois que ça a été fait, on peut sortir de Teams, on se retrouve sur notre SharePoint, on refresh et on voit par exemple l'ensemble des demandes de congés qui ont été approuvées. Donc on voit la demande de congé d'Alaric du service avec le titre du poste, le type de congé s'il aurait été spécifié, ainsi que quand est-ce que je prends ma congé, quand est-ce que je reviens et mon adresse courriel. Et là, dorénavant, sur Outlook, j'ai reçu, je vais vous montrer rapidement, j'ai reçu sur Outlook une confirmation de votre demande. Là, il y a un petit message d'erreur, mais en fin de compte, on voit ici confirmation de votre demande de congé. Donc en fin de compte, ce que je voulais vous montrer au travers très rapidement de cette petite présentation très très rapide, très très simple, c'est un petit peu rentrer un petit peu dans le détail. Donc en fait, ce qu'on a fait ici, le scénario qui était illustré était quelque chose de très simple. On a automatisé une demande de vacances. Alors, comment ça a fonctionné? Au travers de Power Automate qui a permis d'être un peu le ciment entre les différents outils, on a utilisé un Forms pour recueillir l'information. Lorsque l'information est sauvegardée et envoyée, elle est envoyée sur Teams à la personne concernée.
comme on l'a vu au travers d'une petite approbation qui apparaît très facilement sur le téléphone ou l'ordinateur. J'ai juste cliqué sur approuver, ce qui a ensuite documenté la demande de congé approuvée dans Microsoft List et qu'il a ensuite documenté sur mon SharePoint. Donc en fin de compte, là, ce qu'on a fait, c'est on parle par exemple des bénéfices en termes de gain de temps, de meilleure expérience employée de gestionnaire et aussi surtout de traçabilité. Là, c'était peut-être un exemple qui était un peu rapide, mais on s'imagine qu'à un niveau organisationnel, si toutes les demandes de congé se font de la même manière, la personne en charge peut très bien se prendre soit les approuver sur le moment et rouler en s'assurant que tout fonctionne derrière, soit se dire vendredi après-midi, je prends 5 minutes pour juste regarder toutes les approbations. Je sais qu'elles seront documentées naturellement, je sais qu'elles seront à un endroit précis et je peux juste regarder, voir si tout fonctionne. Donc en fin de compte, là, Power Automate nous a vraiment permis de faire le lien entre 4 outils que l'on a pour justement s'assurer que tout le processus découle facilement. En termes de charge de travail, alors on parle quand même un petit peu que, par exemple, pour avoir créé cette petite automatisation, faire un flux comme ça d'automatisation, ça prend environ 3 à 4 heures de travail. Donc ça peut prendre une après-midi, un peu plus si on est moins confortable avec la solution. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que 4 heures de travail pour se libérer, en fin de compte, sur le long terme, sur des mois, énormément d'heures disponibles et surtout éviter les erreurs. C'est-à-dire que là, on s'assure que tout est sauvegardé au même endroit. On sait que pour les congés, c'est ce forms en particulier. On sait que la personne ressource va recevoir l'approbation, que celle-ci va directement, automatiquement déposer sur liste qui est dans le SharePoint de l'organisation. Fait qu'en fait, tout est sécurisé, tout est traçable et on sait exactement où sont déposés nos différents fichiers. Donc en fin de compte, ça, c'était pour le premier cas d'usage. C'était vraiment l'automatisation des demandes de vacances et de congés au travers de Power Automate avec 4 différents outils de la suite Microsoft qui sont déjà disponibles gratuitement. Deuxièmement, si on passe à un deuxième cas d'usage aussi, cette fois-ci, alors on parle encore d'automatisation, c'est comment est-ce qu'on communique les politiques RH et comment est-ce qu'on s'assure de suivre les approbations des personnes? Alors là, on s'entend par exemple, on vient parler de nouvelles politiques ou des changements dans les politiques RH. On peut dire par exemple, on va prendre un exemple, on avait un manuel de l'employé qui avait une première version et au bout de 6 mois, finalement, il y a une mise à jour du manuel. Et donc, dans ce cas-là, on dit: «OK, bon, bah, on veut s'assurer que tous les employés puissent lire le manuel et pris en considération les changements qui ont été apportés». Donc en fin de compte, au travers de cette deuxième automatisation, ce qu'on va faire, c'est on va automatiser la communication des changements ou des nouvelles politiques. On va assurer le suivi de lecture et approbation de la part des employés et ce qu'il va faire en fin de compte, c'est on automatise les lectures annuelles des politiques. Alors, tout de suite, pour ce deuxième cas d'usage, comme le premier, on va faire une présentation simulation. On va peut-être aller un peu plus doucement, parce que je pense que la première, je peux passer un peu rapidement dessus, mais ça reprend le même concept. Donc, si on retourne, en fin de compte, dans Forms, on va voir par exemple nouvelle politique d'entreprise. Lorsqu'on démarre notre Forms, on voit que cette fois-ci, il est différent. Quel est le nom de la nouvelle politique et quel est le fichier? Parce qu'évidemment, si on parle d'un changement de politique interne, on va vouloir mettre un fichier qui soit disponible au visionnage tout de suite. Donc, on va faire par exemple politique d'entreprise test et on va charger un fichier et on va voir par exemple les fichiers de notre SharePoint dans notre dossier RH. On va prendre le manuel de l'employé. On va l'ouvrir. Oups. Petite erreur. Je vais recommencer. Je ne sais pas pourquoi ça m'a empêché de mettre mon fichier. OK, c'est bon. Il fallait juste refresh. Donc là, vous voyez par exemple le nom de la nouvelle politique, c'est une politique test et le fichier, c'est le manuel de l'employé. Donc là, en fin de compte, ce que ça va faire, c'est que à la différence de la première automatisation où là, c'était on envoie une demande, c'est on envoie une notification à tous les employés qu'une nouvelle politique a été mise en place, a été déposée. Donc lorsqu'on l'envoie, la réponse a été enregistrée. Donc là, évidemment, on attend un petit peu le temps que ça charge. Alors c'est possible par moment que ça prenne un petit peu de temps, ce qui est tout à fait normal. Et là, on voit par exemple, vous envoyez une demande. Donc là, ici, on a encore une fois notre approbation et on voit nouvelle politique à approuver. Une nouvelle politique RH vient d'être publiée. Veuillez en prendre connaissance et approuver cette demande pour confirmer votre accord. Donc là, on voit, vous trouverez ci-dessous le lien vers le document. Merci de votre collaboration.
Et on voit que la pièce jointe a été incluse directement. Donc, cliquant dessus, ça nous ouvre notre pièce jointe. Là, évidemment, on s'entend que le manuel est un manuel test, donc ce n'est pas une version finale, ni quoi que ce soit. On s'assure qu'elle est déposée dans notre dossier politique d'entreprise, celui-ci est sur SharePoint. Donc là, en tant qu'employé, je pourrais lire, etc., prendre considération des changements. Une fois que j'ai lu, j'approuve la demande. OK. Mon approbation, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie que j'ai pris conscience de ces nouvelles politiques, que je l'ai lu et que ça a été approuvé. Une fois que ça s'est fait, le Forms, on peut sortir de là, on peut le laisser. On arrive ici, sur cette liste de suivi, et là, en fin de compte, on peut voir, bon, on voit qu'avec différents tests, on refresh un petit peu, et on voit tout simplement qu'il y a une nouvelle politique test qui a été déposée, et on voit par exemple, est-ce que la politique a été lue par la personne? Et on peut voir d'ici, oui, elle a été lue. Est-ce qu'elle a été approuvée? Elle a été approuvée. Et en fait, dans le même exemple, j'en profite, on voit qu'il y a certaines politiques dans lesquelles il n'y a ni l'approbation, ni la lecture. En fait, ça permet, en fin de compte, aussi à la personne en ressources en charge des approbations et des nouveautés dans les politiques, de s'assurer, de dire, ah ok, je sais lesquelles ont été lues, je sais lesquelles n'ont pas été lues. Donc par exemple, sur celle-ci, on pourrait très bien dire, ok, je vois que telle personne n'a pas lu ni l'a pas approuvé, je vais lui faire un rappel, je vais lui écrire directement. Donc là, elle peut lui écrire en disant, j'ai bien vu que, que tu n'as pas approuvé la politique. Est-ce que tu es correct? Est-ce que tout va bien? En fait, ça peut s'agir d'un bug, ça peut s'agir d'un oubli. Et là, on s'assure en fin de compte d'avoir un suivi sur qui a lu, qui a approuvé les politiques. Et en fin de compte, le dernier point à la fin, après ce petit suivi, c'est que dans notre document politique d'entreprise, toutes les politiques qui ont été envoyées au travers du Forms se retrouvent sauvegardées ici même. Donc là, on peut voir par exemple qu'il y a eu la politique travail à distance, le manuel de l'employé qui a été redéposé il y a environ 1 minute, et des procédures. Donc en fin de compte, là, c'est vraiment, on s'assure qui a lu et où est-ce que ça a été déposé. Donc en fait, là, un petit peu comme le premier, c'est encore de l'automatisation, sauf que cette fois-ci, le chemin est un peu différent. C'est-à-dire que plutôt que d'utiliser Forms, Teams, List et ensuite SharePoint, ça va d'abord utiliser SharePoint, puis Teams. L'important n'est pas forcément cela, l'important est en fait de voir comment est-ce que cette petite automatisation permet en fin de compte de gagner énormément de temps, de renforcer la traçabilité, de réduire les courriels aussi, de réduire les courriels, par exemple, si on doit envoyer le fichier en pièce jointe à énormément de personnes, et c'est plus agréable. C'est plus agréable de simplement se dire: «J'ai terminé ma politique, elle a été validée, on est en fin de semaine, je la dépose sur le Forms. Je sais que lundi matin, tous les employés auront la notification automatique de: "Vous avez reçu une nouvelle politique", je saurai exactement qui l'a validée, qui l'a lu et on peut aller tranquillement avec ça». Et qu'en fait, en fin de compte, là, c'est vraiment on facilite énormément la communication des nouvelles politiques et la confirmation de lecture de tous les employés. Encore une fois, l'important, c'est les Power Automate qui permet de faire le ciment entre les différentes applications. Comme on l'a vu avec le premier, le chemin est un petit peu différent, donc ça nous met un petit puce à l'oreille de se dire: «OK, on peut faire ci, on peut faire ça», jusqu'à où on peut aller? Qu'est-ce qu'on peut faire en fin de compte? Et ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra plus tard. En fin de compte, troisièmement, cette fois-ci, alors là, on est complètement sorti d'automatisation. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus simple, qui est comment est-ce qu'on peut souligner les moments importants des employés. Donc, on parle de moments importants, on peut parler d'anniversaire, d'années d'ancienneté ou autres moments importants. Par exemple, s'il y a quelqu'un dans l'équipe qui a fait quelque chose qui a été incroyable, c'est tout simplement, on va pouvoir le féliciter facilement et tout simplement, c'est juste une petite attention qu'on lui donne, ça fait toujours plaisir. En parallèle, on pourra automatiser les suivis et augmenter la reconnaissance des employés. Donc pour ce faire, en fait, c'est quelque chose de très simple, c'est que je vais juste vous présenter rapidement la plateforme Viva qui existe dans Microsoft, qui est gratuite, que vous avez déjà tous, qui est parfois un peu méconnue, mais qui peut aider énormément. Donc en fin de compte, pour la plateforme Viva, c'est très simple. C'est tout simplement, ça s'appelle Viva Insight. Fait que si vous tapez Viva Insight sur Google, sur Edge, vous pouvez la trouver. En parallèle, depuis le centre d'administration Office, donc si on regarde rapidement office.com, si on cherche dans l'ensemble des applications, on peut voir Viva ici et Engage. On la retrouve ici aussi, avec tout l'ensemble des applications que l'on connaît déjà. Et en fin de compte, Viva, qu'est-ce que c'est? Viva, c'est vraiment une petite plateforme très très simple pour vous aider au quotidien. Donc en fait, on a différentes solutions. On a Viva, Connexion, Engage, Insight, Learning.
Là, pour le coup, pour notre petite démonstration, on va vraiment s'intéresser à Insight parce que c'est cette plateforme-là, cette sous-plateforme, si je peux dire, qui s'intéresse au bien-être, qui s'intéresse vraiment à comment est-ce qu'on peut faciliter le bien-être des employés. En fait, là, vous pouvez le voir à l'écran, il y a par exemple des mesures pour améliorer le bien-être. Donc, on peut voir par exemple envoyer des compliments à vos collègues. C'est quelque chose qui, comme je l'avais dit, qui est très très simple. Un anniversaire, une réussite personnelle, X années d'ancienneté. On peut envoyer un compliment dans lequel on pourra très bien choisir quelqu'un qui appartient à l'organisation et lui mettre bien joué pour la semaine passée. Ou par exemple, félicitations pour ta rencontre, c'était génial. Évidemment, on peut venir personnaliser un petit peu, champion, félicitations, mettre un petit arrière-plan et on peut avoir un aperçu. Donc en fait, la personne va recevoir ça directement sur son Teams, un petit message qui lui dit félicitations pour ta rencontre, c'était génial. Ça peut paraître simple, ça peut paraître un peu simpliste, mais ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien. En parallèle, là où c'est intéressant, c'est que ça va encore plus loin. Ça veut dire que ça peut aussi nous permettre de libérer un peu du temps. Là, on peut voir par exemple, faites une pause ou deux, on peut directement planifier des pauses. Lorsqu'on planifie des pauses, en fait, dans la journée, à un moment donné, il y aura 2 plages horaires de 15 minutes pour nous donner le temps de déconnecter un petit peu. C'est-à-dire, OK, on va prendre 15 minutes de pause pour déconnecter un petit peu et ça va être planifié automatiquement, donc on s'assure que ça ne va pas venir empiéter sur des rencontres ou sur des projets importants. L'autre point qui est quand même très intéressant avec Viva, c'est côté productivité et travail d'équipe. Là, c'est par exemple si on est dans un volet dans un axe plus ressources humaines, on veut s'assurer que tout fonctionne bien, voir comment les personnes travaillent, s'il n'y a pas de risque de surcharge de travail, s'assurer que tout va bien. On peut très facilement aller regarder dans productivité. Donc là, on voit les recommandations personnalisées. Ici, on n'a pas beaucoup, mais aussi, il y a surtout des graphiques sur comment ça s'est passé pendant les derniers mois. Combien de meetings il y a eu? Est-ce qu'ils étaient longs? Est-ce qu'ils étaient assez courts? Là où ça nous intéresse beaucoup, c'est surtout en termes de travail d'équipe. En termes de travail d'équipe, on voit par exemple qu'on peut planifier une réunion one-on-one pour simplement faire un suivi, se demander est-ce que tout va bien, est-ce que tu es correct. En parallèle, on voit aussi les habitudes de communication des personnes. Donc on peut voir combien de temps la personne a été passée sur des courriers, sur des réunions, sur des conversations. Donc en fait, en fin de compte, ça, ce que ça peut nous donner, ça peut nous mettre la puce à l'oreille, nous dire: «Ah, je vois qu'il y a énormément de temps qui sont passés dans des courriers, donc on a un problème potentiel de qu'il y a beaucoup de gestion de courrier qui se fait. Comment est-ce qu'on peut simplifier ce travail? Comment est-ce qu'on peut aider notre équipe ou la personne à justement se libérer du temps en délaissant pas en délaissant, mais en automatisant les courriels d'une certaine manière?» Et en parallèle, on voit aussi le nombre de collaborateurs, combien de temps ils collaborent en dehors des heures de travail. Donc ça, c'est aussi intéressant. Ça peut nous mettre la puce à l'oreille de nous dire: «Ah, si telle personne, on voit qu'elle travaille 15 heures en dehors des heures de travail, bah, on va essayer de trouver une solution pour éviter d'être en surcharge de travail, pour éviter de lui mettre une charge en plus». Et là, on voit que dans les heures ouvrables, on se dit: «OK, ça va, ça fonctionne». Et dernièrement, on peut voir aussi les contacts importants qui reviennent de temps en temps. Et le réseau qui est en fin de compte avec qui on travaille, les moins fréquents, les plus fréquents. Donc ça, c'est tout simplement une petite plateforme très, très simple qui peut vous donner quelques idées. Vous pouvez aller voir comment ça se passe, qui a fait quoi, comment on est pas dans une mesure de surveillance, mais plus dans une mesure de comment est-ce qu'on peut soutenir notre équipe, comment est-ce qu'on peut libérer un peu de temps et les aider en fin de compte. Donc en fait, là, comme je l'avais dit, on a fait un petit survol très très simple de Viva Insight, mais les scénarios illustrés, c'était vraiment la reconnaissance d'une réussite, la vue d'ensemble de la productivité et du travail d'équipe, et aussi de certaines pistes d'exploration pour pouvoir améliorer le bien-être de l'équipe ou des employés en question. En termes de bénéfices, on retrouve tout simplement la reconnaissance des employés, mine de rien. Un gain de temps aussi, parce qu'on peut très bien savoir si la personne passe trop de temps, en dehors des heures de travail ou s'il y a quelque chose qui prend beaucoup de place dans son quotidien. Donc en fait, ça peut permettre de dire: «OK, là, j'ai remarqué qu'il y a un petit problème, on va essayer de l'aider pour trouver une solution». Et évidemment, en termes de ressources humaines, ça donne une vue d'ensemble un peu facile à suivre, donc c'est quand même une meilleure expérience, on libère un peu plus de temps. Alors ça, avant d'aller plus loin, comme je l'avais dit, c'est vraiment 3 petits cas qu'on peut utiliser avec des outils traditionnels de Microsoft. C'est-à-dire que là, on n'est pas du tout dans l'intelligence artificielle. Power Automate, SharePoint, Forms, Teams, je pense que c'est des outils que vous avez déjà tous entendus, peut-être Power Automate un peu moins, et c'est pour ça qu'on l'explore aujourd'hui. Mais c'est vraiment l'idée de vous dire que même sans l'intelligence artificielle, on peut déjà faire énormément de choses avant. Dorénavant, on va vraiment s'intéresser aussi aux cas d'usage qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Donc là, pour ce faire,
on a identifié 2 cas d'usage qui utilisent Copilot. On a le premier qui est: comment est-ce qu'on peut en fin de compte s'aider, se soutenir dans son travail? Comment est-ce qu'on peut créer des profils de poste, des questions d'entrevue? Alors là, on parle vraiment, par exemple, pour des nouveaux postes ou des postes existants, faire un premier draft, un premier jet d'une description de poste ou chercher des pistes d'amélioration, valider la qualité de ces questions et éviter ces biais naturels. Alors en fait, quand on parle de biais naturels, ce qu'il faut savoir, c'est que Copilot n'est pas ici pour prendre notre place ou faire le travail à notre place, mais au contraire, il permet de valider notre travail. Si on commence à prendre une direction, mais qu'on n'est pas certain à 100%, on pourra demander à Copilot, au travers de quelques techniques de prompt engineering, de venir valider son travail, s'assurer qu'on part dans la bonne direction et au passage, libérer des pistes de solution des pistes d'amélioration possibles. Donc en fin de compte, qu'est-ce que ça nous permet? Améliorer la qualité, aller plus rapidement et gagner du temps. Donc là, en fait, avant d'aller plus loin sur la deuxième qu'on passera tantôt, c'est vraiment, je vous montrer une petite présentation une petite simulation, excusez-moi, de ce qu'on peut faire avec Copilot. Alors là, on s'entend que pour ce faire, nous allons vraiment nous axer sur la version gratuite. Donc là, en fin de compte, ce qu'on va regarder sur cette petite simulation, c'est vraiment accessible gratuitement à toutes les personnes sur Microsoft. Donc là, on est sur Copilot. Donc Copilot, on voit qu'on est sur le web, on a notre chat. Donc pour ce faire, je vais vous montrer la petite démonstration qui est prévue pour aujourd'hui. L'idée, en fin de compte, de cette démonstration, c'est de montrer en fait comment est-ce que, au travers de quelques techniques de prompting, de prompt avec l'IA, on peut justement améliorer son travail et se libérer du temps assez rapidement. Donc en fin de compte, mettons si on prend une mise en situation dans laquelle je dois rédiger une description de poste pour un poste, mais j'ai pas forcément le temps, fait que je vais quand même demander à l'intelligence artificielle de me fournir un premier draft et derrière pouvoir retravailler dessus. Donc mon premier draft, comme vous voyez, c'est rédige une description de poste pour un rôle de développement commercial avec plus de 5 ans d'expérience, dans lequel, et là c'est très important, il y a quand même un niveau de détail qui est assez précis. On parle de détails spécifiques sur les responsabilités, mentionner les objectifs et ajouter des informations. Donc en fait, le plus on va être détaillé, le mieux la réponse sera. Le mieux on aura une réponse qui sera plus fournie, plus précise, qui sera plus en ligne avec nous. Et là, on peut le voir par exemple que dans le lieu écrit Paris hybride, donc là, j'aurais pu rajouter dans mon prompt, mentionner le lieu étant au Québec. Donc là, c'est une petite erreur de ma part. Et en fait, une fois qu'on a cette premier jet, on se dit, OK, c'est pas mal, c'est intéressant, mais dans ce cas-ci, je vais quand même envie de continuer la conversation avec l'intelligence artificielle et voir jusqu'à où je peux aller. Donc là, je lui ai demandé, OK, bah, dans ce cas-ci, vu que c'est ma description de poste, est-ce que tu peux me préparer 5 questions d'entretien qui vont pouvoir m'aider? Donc les 5 questions doivent évaluer les compétences, qui explore les réalisations passées et sur la capacité à travailler en équipe. Donc en fait, là, il va reprendre toute l'information qui a été fournie et fournir des questions sur place. Donc à partir de ce moment-là, je me dis: «OK, j'ai un point de départ. J'ai un point de départ, c'est intéressant. Est-ce que je garde cette question ou pas? Peut-être que celle-ci, elle me parle plus, donc je vais la considérer pour, le futur entretien et celle-là, je vais la laisser de côté». Là où je veux en venir, c'est qu'on a quand même comme j'avais dit, des pistes à explorer. Troisièmement, on va aller encore un peu plus loin. Donc là, par exemple, on va dire: «Fournit une fourchette salariale typique de ce poste en tenant en compte des salaires dans 3 villes». Donc on va dire se baser sur les villes X, Y, Z et on va lui demander. Là, en fait, ça va permettre d'aller un peu plus rapide, de faciliter la recherche si jamais on n'est pas certain, et cetera. On peut très bien aller utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider à trouver une direction. Donc là, on va laisser ça un petit peu de côté. Une fois que ça a été donné, on voit les différentes sites qu'il a fournis. Donc on se dit: «OK, les sources sont pas mal, mais je pourrais explorer d'autres sources plus lointaines». Et donc là, troisièmement, enfin quatrièmement, maintenant que j'ai toute cette information, en reprenant toute l'information qui est déjà dans la conversation, je vais lui demander cette fois-ci de rédiger un modèle personnalisable de lettre d'offre. Donc imaginons comme ça, si jamais tout va bien, et cetera, et que ça roule et qu'on a une nouvelle personne qui arrive, on a déjà un modèle de lettre d'offre qui est personnalisable. Donc là, il était personnalisé tel quel, avec l'offre. On revoit que ça reprend le titre de la conversation, avec les conditions, la rémunération, etc., etc. Donc encore une fois, ça nous facilite le travail, on gagne beaucoup de temps. Là où c'est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il y a des suggestions de personnalisation. Donc en fait, c'est comme je l'avais dit, c'est ça nous donne un premier draft et dépendamment de nos besoins à nous ou de nos réalités, on va venir personnaliser justement notre offre. Et en fin de compte, une fois que ça a été fait, je me dis: «Bon, bah, je vais quand même faire un test pour lui demander d'élaborer un plan d'intégration pour cette nouvelle personne». Donc et indiquer les étapes clés d'intégration, mentionner les ressources et soutiens disponibles pour la nouvelle personne et des suggestions pour évaluer la progression. Une fois que ça a été fait, voici, il me propose un plan.
Je me dis: «OK, c'est intéressant, je vais quand même le garder» et là, on voit qu'il a dit: «Souhaitez-vous que je prépare ce plan en format PDF ou Word?» Donc là, maintenant, pour finir ma démonstration, je me dis: «OK, bon là, il y a quand même beaucoup d'informations». Je lui ai demandé de me générer un profil de poste, de générer par la suite une lettre d'emploi et un plan d'intégration sur 3 mois. Donc là, en fait, mon dernier prompt va être: «Avec toutes les informations fournies lors de cette conversation, peux-tu me générer 3 documents distincts reprenant l'ensemble de l'information donnée?» Donc là, vous voyez que j'ai quand même mentionné soit et j'ai mentionné quel document je veux. C'est su 1, 2 et 3 et j'ai respécifié le tout sur 3 documents distincts et donc là, on voit, il y a 3 documents qui sont apparus sous format Word. Puis en ouvrant un, par exemple, on voit que ça télécharge un Word. Ça nous donne quelque chose comme ça. Alors évidemment, ce n'est pas parfait. Évidemment, ça va demander du travail de le réajuster et de le personnaliser selon son organisation. Mais en fait, là où je veux en venir, c'est que tout ce processus nous a permis quand même de partir de quelque chose. C'est juste avec une petite conversation et des techniques de bon prompting, on a pu arriver jusque-là. En parallèle, là, ce qui est très très important, c'est qu'en fin de compte, le scénario illustré, c'était créer un profil de poste, modifier ses questions introduites et faciliter un plan d'intégration. On a vu en termes de bénéfices, ça va plus rapide et aussi on peut aller réduire ses billets. Donc en fait, ce qu'on entend par là, c'est qu'on peut aller encore plus loin. On pourrait très bien demander avec des techniques de prompting à Copilot, par exemple la technique de la persona, c'est-à-dire de demander à l'intelligence artificielle de prendre le rôle d'une directrice en ressources humaines senior avec 20 ans d'expérience dans une industrie très précise, très particulière, très pointilleuse et de me dire: «Quelles sont les pistes d'amélioration? Comment vois-tu mon offre? Comment je peux l'améliorer?» et en fait, là, l'intelligence artificielle va vous donner des des pistes d'amélioration et surtout beaucoup d'informations qu'on pourrait dire: «Ah oui, ça je l'avais pas vu, ça j'avais pas pensé» et ça, en fin de compte, ce que ça fait indirectement, c'est qu'on utilise l'outil pour valider ses propres biais, réduire les biais, négatifs qu'on pourrait avoir et en fait, l'intelligence artificielle propose un contenu et nous on le reprend, on le peaufine, on lui redemande de le retravailler et en fin de compte, à la fin, en toute fin, on peut même aller jusqu'à lui demander: «Peux-tu analyser s'il y a des biais présents dans ma conversation?» En fait, ce que je veux dire, c'est que la possibilité avec l'IA est très, très large. On peut partir de juste de quelque chose de très simple à quelque chose de quand même assez complexe au travers de techniques de prompt. Comme on l'a vu ici avec justement tout ce petit processus, ce cheminement avec la version gratuite qui nous permet d'arriver quand même à des très bons résultats. Deuxièmement, le deuxième cas d'usage, en fait, cette fois-ci, on va s'intéresser à un cas d'usage qui est intéressant et aussi axé sur la version payante. Donc là, en fait, on va chercher à utiliser l'intelligence artificielle pour répondre aux questions sur les avantages sociaux. Donc en fin de compte, ce qu'on entend, c'est on va utiliser l'intelligence artificielle pour prendre en charge les questions simples sur la politique RH. Alors on reste quand même sur des questions simples, c'est-à-dire qu'on veut faciliter le travail, on ne veut pas non plus que ça devienne trop complexe. On va se permettre aussi d'automatiser la réponse des questions d'employés. Donc, par exemple, lorsqu'un employé a une question, plutôt que de dire: «Ah, la personne ressource est en réunion, je vais attendre demain, puis finalement j'ai oublié» et ça traîne un petit peu ou on n'est pas sûr à qui demander. On va s'assurer que tous les employés aient accès aux réponses en temps réel. Troisièmement, c'est aussi rendre le service disponible 24 heures sur 24. C'est-à-dire si par exemple, il y a des personnes qui sont, avec des horaires très flexibles ou qui sont à l'étranger et qui ont une question sur le moment et qui ne sont pas certains de savoir où trouver l'information, le service est disponible 24 heures sur 24, ce qui permet en fin de compte de documenter les questions les plus fréquentes, trouver des réponses, fournir la réponse. Donc là, en fait, c'est avec la version payante. Donc en fait, on va regarder l'étendue une possibilité un peu plus étendue, pardon, qui est vraiment un agent conversationnel dans les ressources humaines. Donc pour ce faire, là, je vous ai mis une petite image rapidement, ce qui est en fait comment ça fonctionne. Je vais vous le montrer rapidement aussi sur Teams. C'est qu'on peut même intégrer les agents sur Teams pour qu'ils soient directement disponibles dans les conversations de tous les jours. C'est-à-dire que même si on travaille sur son Teams rapidement, on peut très bien lui écrire et il ira chercher la réponse. On va faire une petite démonstration. Donc là, on voit conseiller RH. Là, c'est un agent qui a été monté avec l'intelligence artificielle, qui est, on voit ici, généré par l'IA. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous dit quand même que le contenu peut être inexact. Donc, il y a toujours une notion humaine derrière à s'assurer que le contenu a été correct. Là où c'est intéressant, c'est que cet agent-là, en fait, il puise sa recherche dans un dossier SharePoint. Donc, on a un dossier RH
à l'intérieur de notre SharePoint, de notre organisation, et on a demandé à l'agent de se baser uniquement sur ce dossier-là. Donc en fait, il ne va pas chercher de l'information du web, il ne va pas chercher de l'information externe à l'organisation, il reste vraiment dans notre périmètre. C'est-à-dire on contrôle l'agent, on contrôle l'intelligence artificielle, on l'évite de partir dans tous les sens, on l'évite d'avoir des risques d'hallucination d'intelligence collective, d'intelligence artificielle, pardon, et on reste vraiment axé sur nos documents à nous, ceux qu'on a construits, ceux qu'on a validés, qui sont dans nos SharePoints. Donc là, par exemple, on pourrait lui demander très simplement quels sont les avantages sociaux offerts. Évidemment, tout ce qui est mis ici est purement un test, donc rien n'est réel. Donc là, en fait, on voit qu'il est en train de prendre un petit peu de temps à charger. Il est en train de rechercher l'information, puis on voit ici justement chez Optimisation Plus, les avantages sociaux offerts peuvent inclure, puis il nous met toute la liste des avantages que je peux avoir lors de mon emploi. En parallèle, on peut voir quels sont les types de congés disponibles dans l'entreprise. Donc là, on voit plusieurs types de congés, congés annuels, congés maladie, etc., etc. Et troisièmement, c'est par exemple quelles sont les opportunités de formation et de développement disponibles. Et là, il ira chercher aussi l'information qui, encore une fois, je le répète, appartient à Optimisation Plus. Ça fait partie de nos documents, de nos dossiers. En fait, ce que ça fait, ce petit chatbot, ce petit conseiller RH, comme je l'ai dit, c'est que ça facilite énormément de choses au quotidien. Déjà, premièrement, il est disponible 24 heures sur 7. Donc ça veut dire il est toujours, disponible. Si jamais un soir on veut regarder quelque chose et on a une question, on n'a pas envie de déranger quelqu'un, donc on peut très bien lui demander. En parallèle, si on est à l'étranger ou on est en déplacement d'affaires, on peut lui demander depuis son téléphone, depuis son ordinateur, son iPad, depuis, où on veut. Ça, c'est vraiment en termes de disponibilité. Là où c'est aussi intéressant, c'est en termes d'expérience employée. C'est-à-dire, des fois, ça peut paraître un peu long, on va chercher une information, on n'est pas sûr de l'avoir trouvée, on n'est pas certain de cette information-là, on demande une réunion, mais finalement, ça prend du temps. Surtout aux entreprises où il y a beaucoup de personnes, beaucoup de services, ça peut devenir un petit peu mêlant. Fait que là, en fait, on s'assure que c'est plus rapide, il y a une meilleure expérience, on a tout de suite la réponse que l'on recherche. En fin de compte, ce que ça permet dans l'autre côté, c'est un gain de temps. C'est-à-dire qu'il y a moins d'interruptions, il y a moins de: «Ah, j'ai une petite question, désolé de te déranger». On s'assure vraiment que tout est centralisé à tel endroit. On gagne énormément de temps des 2 côtés. Et troisièmement, en fait, comme j'ai dit, c'est vraiment au travers de ce chatbot, toute l'information est centralisée. C'est-à-dire toute notre information et notre dossier clé dans SharePoint. Le robot a accès uniquement à ce dossier SharePoint et il reste dessus. Et dernier point, c'est vraiment en termes de traçabilité aussi. On a un historique, donc on peut voir qu'est-ce qu'on lui a déjà demandé. Si à un moment on était allé chercher une information qu'on avait déjà, plutôt que de rechercher une nouvelle information, on pourra regarder le conseiller, puis remonter un peu dans la conversation, retrouver l'information, de se dire: «Ah OK, c'est vrai, je l'avais ici». Donc en fin de compte, ça c'est vraiment en fait la puissance d'un agent conversationnel, qui là c'est un conseiller, en ressources humaines, mais on peut faire énormément de choses avec. Donc en fin de compte, lorsque au début de la présentation, je vous ai dit que là, on vous a présenté juste 5 petits cas d'usage très rapides, on peut aller très, très loin. C'est-à-dire qu'on peut assurer la destruction des renseignements personnels pour être en conformité avec la loi 25. C'est-à-dire, par exemple, on peut automatiser qu'un dossier sur SharePoint, au bout, je sais pas, on va dire, 6 mois ou 1 an, tous les documents sont supprimés. Deuxièmement, on peut, comme on dit, automatiser l'accueil et l'intégration. Lorsqu'une personne arrive dans l'organisation, ça enclenche un processus. Il va recevoir un message sur Teams, il va recevoir une trousse de bienvenue sur Outlook, il va être ajouté à l'équipe X, il va être ajouté au service Y, il va être ajouté à d'autres outils. En fait, c'est vraiment, on automatise toute l'intégration et on facilite ça. Troisièmement, comme on l'a vu un petit peu avec l'IA, tout ce qui est les étapes de fin d'emploi, on peut aussi les automatiser. Qu'est-ce qui doit être déposé, quelle est la procédure, et cetera. C'est vraiment, on vient simplifier tout ça. Avec l'IA aussi, on peut par exemple la comparaison de CV. Si jamais on a beaucoup, 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 beaucoup de CV à traiter, on peut très bien mettre les documents dans l'intelligence artificielle et dire: «Fais-moi une première analyse, compare-moi les CV en fonction des objectifs que je recherche ou des qualités que je recherche ou du type de personne». Et là, en fait, on peut déjà se dire: «Ah OK, c'est intéressant ce qu'il me fournit. Je vais prendre un petit peu ce qu'il me donne, puis ça va me faciliter, je vais aller un peu plus vite dans ma première analyse». En fin de compte, après on peut voir, il y a d'autres exemples, mais je pense que vous avez compris l'idée. L'idée, c'est vraiment, là, on avait 5 cas d'usage assez simples, mais on peut aller extrêmement loin. On peut aller très, 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 très loin. Cela dit, la question que ça pose dans ce cas-là, c'est comment automatiser? Quelles sont en fin de compte les étapes et les conditions de succès? Donc, au début, je vous avais présenté 3 étapes.
comme je l'avais dit, c'était cartographier ces processus actuels, optimiser des façons de faire et automatiser. Alors en fait, ce que ça veut dire, c'est de manière très très simple, identifier un processus, prenez-le, posez-vous la question, est-ce qu'on peut l'éliminer, le simplifier, l'améliorer? Si on peut, par exemple, l'éliminer au travers d'automatisation, on se dit: «OK, là, on a deux étapes de fait. On a identifié le processus, on sait qu'on est capable de l'automatiser totalement, donc on va considérer le meilleur outil pour l'objectif d'automatisation». Deuxièmement, on a un autre processus, il est un peu plus complexe, il est un peu plus long, mais est-ce qu'on peut le simplifier? On peut simplifier peut-être les premiers 50 du processus. On peut simplifier la première partie. OK, on va la simplifier et après la personne ressource, directeur, administratif, peu importe, reprend le relais et continue le processus. C'est juste qu'on lui a facilité déjà un petit peu le travail. Et en fin de compte, troisièmement, bah, c'est vraiment automatiser-le. On va vraiment automatiser. Alors là, l'automatisation reprend les 2 idées qui est l'identification et l'optimisation de la façon de faire. Là où c'est vraiment important, c'est qu'en fin de compte, l'étape vraiment le point important, c'est il faut être certain de d'où on se dirige. Mieux vaut prendre plus de temps pour cartographier ces processus et en choisir un pour le simplifier, que de se dire: «Ah, demain, on va mettre de l'automatisation partout et on va tout transformer». Donc c'est vraiment, on y va tranquillement. Ça, c'est ce qui nous implique en fin de compte sur nos 3 conditions de succès. Alors le premier, c'est déjà faire part de quand même de certaine lucidité, dans le sens, en fait, on va s'adapter au niveau de maturité numérique de son organisation, c'est quelque chose qu'on verra juste après. Avoir aussi une approche agile, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, le plus important, c'est de commencer petit et d'augmenter progressivement la portée des changements. On identifie un processus qui est simple, comme par exemple, lorsqu'une personne, reçoit un courriel, ça m'envoie une confirmation, par exemple. Donc là, on s'assure que ça roule, que ça fonctionne bien et progressivement, on va commencer à entamer des processus plus complexes pour être sûr et certain qu'on suit notre courbe d'apprentissage et qu'on y va tranquillement. Et dernièrement, en fin de compte, le plus important, c'est en termes de données, en termes un petit peu d'arborescence numérique et de données. Il faut s'assurer que nos différentes politiques, qu'elles soient en ressources humaines ou même nos différents documents sur lesquels on va baser nos automatisations, doivent être centralisés. C'est-à-dire que si on a des documents qui sont dans SharePoint, d'autres sur OneDrive, d'autres sur un autre serveur, d'autres sur Google, etc., et que tout est un peu mélangé, ça va énormément complexifier l'automatisation, voire la rendre quasiment impossible à faire. Donc là, c'est la première chose à faire, c'est on s'assure que tous les documents soient centralisés à un endroit accessible à tout le monde, ce qui va faciliter en fait le chemin de l'automatisation par la suite. Pour revenir un petit peu au niveau de maturité numérique, on retrouve en fin de compte différents niveaux. Alors c'est une idée, c'est le premier qui est le niveau manuel. La description, c'est on a des processus RH très manuels. Donc on parle par exemple de papier, de courriel, de fichiers Excel qui sont dispersés à droite à gauche. Le deuxième niveau qui est vraiment la bureautique, on a des outils bureautiques, on a une centralisation partielle sur SharePoint, sur Teams, mais on n'a pas encore le tout qui est mis là-bas, on a encore d'autres fichiers qui sont à droite, d'autres qui sont à gauche. On commence tranquillement à transformer notre gestion documentaire. Troisièmement, ce qui est l'automatisation simple, là, c'est-à-dire qu'on est déjà plus à l'aise, les documents sont centralisés. On a commencé avec des automatisations assez légères avec Power Automate, on a des flux qui fonctionnent et on utilise l'intelligence artificielle pas forcément tous les jours, mais un petit peu avec le chat. Est-ce que ça fonctionne? Ah, ça m'aide, oui, je me sens à l'aise avec ça, ça roule. Et après, dernièrement, il y a l'automatisation avancée où là, comme je l'avais dit, ces automations sont plus complexes avec les longs processus qui vont, eux, déclencher d'autres processus. Là, c'est complexe, c'est plus complexe. Fait qu'on a une utilisation de l'IA qui est aussi intégrée au travers des agents qui fonctionnent, pas uniquement en termes de ressources humaines, évidemment, mais en termes organisationnels. Et donc là, on parle par exemple de Power Apps, de copilotes intégrés, d'agents conversationnels. Et donc, en fait, ce que je veux montrer au travers de cette petite image, c'est que en fonction du niveau de maturité numérique de l'organisation, c'est ça ce qui va déterminer comment est-ce qu'on planifie son premier projet. C'est-à-dire son premier projet va être teinté de où est-ce qu'on est rendu. Est-ce que ça fonctionne à 100? Oui, OK, on peut lancer le projet qui est un peu plus complexe. Est-ce qu'on est encore en train de se demander comment est-ce qu'on a encore des défis en termes de centralisation, d'infos nuagiques? Ça arrive. Alors on va quand même aller plus doucement. On va se dire: «OK, on va prendre un process qui est un peu plus simple, puis on va s'assurer que celui-ci fonctionne plus facilement». Donc en fin de compte, c'est vraiment on commence à un endroit où on se sent à l'aise et en contrôle et graduellement on avance. Tout simplement pour s'assurer de réussir ces projets d'automatisation et pour que ceci ait une réelle valeur ajoutée pour l'organisation au quotidien. Et en fin de compte, on retrouve quand même
3 approches pour tout ce qui est se lancer en automatisation. C'est préparer l'équipe de direction, c'est-à-dire que évidemment c'est toujours important de former, de sensibiliser et de préparer les ateliers de planification. Donc là, on entend vraiment, comme je l'avais dit, identifier les cas d'usage, identifier nos objectifs, qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller et comment est-ce qu'on va le faire. Deuxièmement, c'est aussi, comme je l'avais dit, l'idée de projet pilote. On prend un groupe d'utilisateurs dans un service, dans une équipe, puis on va leur confier la tâche en disant: «OK, voici votre vous avez, la main libre, on va dire, sur Power Automate et cetera. Vous pouvez essayer. Essayer d'aller chercher un premier succès, puis en fait, c'est ça ce qui va être un peu l'étincelle, c'est ce qui va dire: «OK, ça fonctionne, on avance avec ça». Et troisièmement, c'est un peu le projet pilote IA. Là, ça, en fait, c'est commencer, pour ceux qui sont intéressés par l'intelligence artificielle, commencer à intégrer un peu plus l'IA, à faire un projet pilote, se dire: «OK, on va utiliser l'intelligence artificielle dans, par exemple, un sujet très précis. Comment est-ce que celle-ci peut nous aider, à faciliter et à gagner du temps sur la création d'un rapport, par exemple. Puis là, si on voit qu'au fur et à mesure qu'on l'essaye et qu'on travaille, elle s'améliore et elle devient de plus en plus précise, on se dit: «OK, on a créé un premier succès, on est à l'aise avec l'outil, on peut continuer à avancer un peu plus». En fin de compte, là, vraiment, pour aller un peu plus loin, alors, si jamais ça vous intéresse, on a des articles sur comment mieux comprendre Copilot, on a des articles sur télécharger notre guide des meilleures pratiques pour adopter Copilot, totalement disponible si jamais vous êtes intéressé par l'IA. Et évidemment, si vous souhaitez discuter d'un projet, je suis disponible en tout temps. En parallèle, je vous remercie énormément pour l'attente. On a pour la présentation. On a un petit peu de temps devant nous, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans dans la partie QR ou dans la conversation directement et je pourrai y répondre. En parallèle, si jamais il y a pas de questions, en fait, j'en avais reçu en avance sur certaines questions. Il y avait une question que j'avais reçue qui était: «Est-ce qu'on a besoin d'être, expert en coding ou en codage pour faire des automatisations?» La réponse est non. Power Automate est une plateforme qui demande une petite courbe d'apprentissage, mais qui est simple. C'est-à-dire que il n'y a pas de codage. C'est-à-dire que tout le monde, avec un petit peu de temps et de curiosité à aller s'entraîner dessus, on sera capable de pouvoir l'utiliser. En parallèle, j'avais une autre question aussi qui était survenue, qui était, est-ce que l'intelligence artificielle peut vraiment s'occuper de tous nos processus internes et juste la laisser partir toute seule? La réponse est aussi non, dans le sens que l'intelligence artificielle est un outil qui nous permet de nous soutenir au quotidien, de nous aider, mais c'est vraiment nous qui gardons le contrôle et c'est la personne avec son jugement stratégique qui est le plus important dans la relation avec l'intelligence artificielle. Si jamais il n'y a pas d'autres questions, je regarde rapidement la conversation LQR. OK. OK, un commentaire de Marie-Christine. Oui, avec grand plaisir, on pourra s'en parler, après le webinaire. Sur ce, bah, il est 12h50, donc je vous remercie énormément pour votre présence. Merci aussi pour votre écoute. J'espère que vous avez appris, des choses intéressantes justement avec Microsoft et Copilot et sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci beaucoup.